Le jour du mariage de mon petit-fils Léo, mon propre fils Guillaume m'a dit « Reste dehors » devant l'entrée du château. Mais 20 minutes plus tard, le marié a couru vers moi en hurlant « Pépé !» devant 250 invités choqués, abandonnant sa fiancée à l'hôtel. Ce qui s'est passé ensuite a détruit la réputation de Guillaume pour toujours et changé notre famille à jamais. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette histoire. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Je m'appelle Pierre Laurent et j'ai 79 ans. Toute ma vie, j'ai travaillé mes vignes à Saint-Émilion, dans le Bordelais. Mes mains sont calleuses, mes vêtements simples, et je conduis toujours mon vieux Citroën de 1998. Pour mes voisins et même ma famille, je ne suis qu'un viticulteur retraité qui vit seul depuis la mort de ma femme Marthe, il y a 7 ans. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que mes 25 hectares valent 48 millions d'euros et que ma cave secrète contient des bouteilles qui se vendent 50 000 € pièce à Tokyo et New York. Mais cette histoire ne commence pas par l'argent. Elle commence par l'amour. L'amour que j'ai pour mon petit-fils Léo, le seul de ma famille qui n'a jamais eu honte de ses racines. Mon fils Guillaume avait 18 ans quand il est parti pour Paris faire ses études de commerce. Il m'a dit alors « Papa, je veux autre chose que cette vie de paysan. » J'ai respecté son choix, même si ça m'a brisé le cœur. Les années ont passé. Il est devenu cadre supérieur dans une multinationale, a épousé Stéphanie, une organisatrice d'événements de luxe qui porte des sacs à 3 000 € et parle avec l'accent snob du 16e arrondissement. Ils viennent me voir une fois par an, à Noël, et repartent au bout de 2 jours maximum. Guillaume a toujours été mal à l'aise avec mes origines. Quand ses collègues parisiens demandaient d'où il venait, il répondait vaguement « du sud-ouest », sans jamais mentionner les vignes ou moi. Stéphanie, elle, me traitait avec cette politesse glaciale qu'on réserve aux employés qu'on n'apprécie pas. Elle m'appelait Papa Pierre, avec un sourire forcé, et évitait de toucher quoi que ce soit dans ma maison de pierre du XVIIIe siècle, comme si la simplicité était contagieuse. Mais Léo, lui, c'était différent. Dès qu'il a su marcher, il venait passer ses étés avec moi. Pendant que ses parents partaient aux Seychelles ou aux Maldives, Léo préférait rester avec Pépé dans les vignes. Je lui ai appris à sentir la terre, à reconnaître un bon grain de raisin, à écouter le vent dans les feuilles. À 8 ans, il savait déjà que le merlot mûrit avant le cabernet sauvignon. À 15 ans, il m'aidait aux vendanges et dormait dans la même chambre d'enfant où son père avait grandi. Guillaume détestait ça. Papa, ne lui met pas ses idées rétrogrades dans la tête. Il faut qu'il pense moderne, qu'il réussisse vraiment dans la vie. Réussir vraiment. Comme si 60 ans de travail honnête dans mes vignes, ce n'était pas une vraie réussite. Léo a fait ses études d'architecture à Bordeaux pour rester près de moi. Tous les week-ends, il venait m'aider. Il me parlait de ses projets, de ses rêves, de sa fiancée Clara qu'il aimait depuis l'université. Clara, c'était une fille simple, professeure de maternelle, qui portait des robes fleuries et riait quand je lui racontais mes histoires de vignes. Elle m'appelait Papy Pierre, avec une tendresse sincère, et me demandait toujours des nouvelles de mes rosiers. Au début de cette année, Léo m'a annoncé ses fiançailles. J'étais fou de joie. Il m'a dit « Pépé, je veux que tu sois mon témoin principal. Sans toi, je ne serais pas devenu l'homme que je suis. » J'ai pleuré ce soir-là, tout seul dans ma cuisine, en serrant la lettre qu'il m'avait écrite à la main. Mais quand Guillaume et Stéphanie ont appris la nouvelle, les choses ont commencé à se compliquer. Stéphanie a immédiatement pris le contrôle de l'organisation. « Un mariage, Pierre, c'est quelque chose de très délicat. Il faut que tout soit parfait. Nous avons réservé le château de Malmaison pour 250 invités. Vous comprenez, nous recevons des personnalités importantes. Directeurs de banque, ministres, ambassadeurs. L'image est cruciale. L'image. Toujours cette obsession de l'image. J'ai proposé mes propres caves pour la réception. Mes vins valent une fortune et mes installations, bien qu'anciennes,
sont magnifiques. Stéphanie a ri comme si j'avais fait une blague de mauvais goût. Pierre, c'est adorable. Mais nous ne pouvons pas organiser un événement de ce niveau dans... Enfin, vous comprenez, nous avons des standards à respecter. Guillaume n'a rien dit pour me défendre. Il a juste hoché la tête en évitant mon regard. Les semaines suivantes, j'ai senti qu'on m'excluait des préparatifs. Quand je demandais des nouvelles, Léo me répondait avec embarras. « Papa et Stéphanie s'occupent de tout, Pépé. Ils connaissent mieux ce monde-là que nous. » Même mon petit-fils commençait à douter. Un mois avant le mariage, j'ai reçu un appel de Guillaume. Sa voix était froide, professionnelle, comme s'il parlait à un client difficile. « Papa, il faut qu'on discute du mariage. Stéphanie et moi, nous avons réfléchi. Tu seras évidemment invité, mais nous préférerions que tu restes discret. Les invités sont des gens sophistiqués de Paris. Tes histoires de vignes et ton accent du terroir pourraient paraître déplacés. Tu comprends? Déplacés. Mon accent, mes histoires, ma vie entière étaient déplacées. Guillaume, ai-je répondu calmement. Léo m'a demandé d'être son témoin. Un silence. Puis, oui, bon, nous en avons discuté. Finalement, son ami Maxime sera témoin. Toi, tu seras invité d'honneur, dans un coin tranquille, loin des photographes. J'ai raccroché sans rien dire. 2 semaines plus tard, Léo est venu me voir, les yeux rouges. « Pépé, papa dit que tu as choisi de ne plus être mon témoin, que tu préfères rester simple invité. C'est vrai. » Mon petit-fils me regardait avec une tristesse que je n'oublierai jamais. Guillaume avait menti. Il avait fait croire à son propre fils que c'était ma décision. « Léo, mon garçon, si c'est ce que ton père pense être le mieux pour ton mariage, alors c'est ce qu'on fera. » Je n'ai pas eu le cœur de lui dire la vérité. Pas à 3 semaines de son mariage. Le jour J est arrivé, le 15 juin 2024. J'avais acheté un costume neuf chez un bon tailleur de Bordeaux. Pas un smoking de luxe, mais un beau costume sombre, propre et digne. J'avais mis ma plus belle cravate, celle que Marthe m'avait offerte pour nos 40 ans de mariage. Je suis arrivé au château de Malmaison vers 14 heures. C'était effectivement un endroit magnifique. Façade du XVIIIe siècle, jardin à la française, personnel en livrée, tout ce que Stéphanie adorait. En approchant de l'entrée, j'ai vu des couples élégants descendre de Mercedes et de BMW dernier modèle. Les femmes portaient des robes de créateurs, les hommes des montres qui coûtaient plus cher que ma voiture. Je me suis senti un peu intimidé, je l'avoue. Mais j'étais là pour mon petit-fils, pas pour impressionner qui que ce soit. À l'entrée, un homme en smoking noir vérifiait une liste d'invités. Derrière lui, j'ai aperçu Guillaume et Stéphanie qui accueillaient les VIP. Stéphanie portait une robe rose poudrée qui devait coûter plus que mon budget mensuel. Guillaume était impeccable dans son smoking sur mesure, cheveux gominés, sourire commercial parfait. En me voyant approcher, Guillaume a murmuré quelque chose à l'oreille de Stéphanie. Elle a jeté un coup d'œil dans ma direction et son visage s'est crispé. Guillaume s'est dirigé vers moi d'un pas rapide. « Papa », m'a-t-il dit à voix basse en me prenant le bras pour m'écarter de la file des invités. « Je pensais qu'on s'était mis d'accord. Tu ne peux pas entrer habillé comme ça. » J'ai regardé mon costume, perplexe. Qu'est-ce qu'il a, mon costume? Il est neuf, il est propre. Ce n'est pas la question. Papa, regarde autour de toi. Tu vois le niveau? Il y a le ministre de l'économie, 3 ambassadeurs et le PDG de L'Oréal. Nous avons une image à préserver. Guillaume, c'est le mariage de ton fils. Je suis ton père et le grand-père du marié. Il a soupiré comme si je ne comprenais rien à rien. Papa, s'il te plaît, il y a un jardin magnifique sur le côté. Tu peux assister à la cérémonie de loin, profiter du soleil. Ce sera plus tranquille pour toi, plus adapté. Adapté. Encore ce mot. Et pour les photos de famille, nous ferons des photos privées plus tard, en petit comité. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon propre fils était en train de me bannir du mariage de mon petit-fils par honte, par pure honte de ses origines. « Guillaume, ai-je dit d'une voix très calme, je vais te poser une question simple. Est-ce que tu veux que je sois là, oui ou non ?»
Il a hésité une seconde de trop, puis il s'est penché vers mon oreille et a murmuré, avec une froideur que je ne lui connaissais pas, « Reste dehors, papa. Tu n'as rien à faire parmi nous aujourd'hui. » Ces mots-là, je ne les oublierai jamais. Mon fils de 52 ans, que j'ai élevé, nourri, éduqué, pour qui j'ai travaillé 70 heures par semaine pendant des années, venait de me dire que je n'avais rien à faire au mariage de mon propre petit-fils. J'ai hoché la tête lentement. « Très bien, Guillaume, très bien. » Je me suis dirigé vers le jardin latéral qu'il m'avait indiqué. C'était effectivement un bel endroit. Pelouse impeccable, rosiers en fleurs, petit pavillon de musique en pierre. On entendait l'orchestre qui s'accordait et le brouhaha joyeux des invités qui s'installaient. Je me suis assis sur un banc de pierre face au château. De là, je pouvais voir une partie de la terrasse où devait avoir lieu la cérémonie. J'apercevais les chaises dorées alignées en demi-cercle, les bouquets blancs, les rubans crème qui flottaient doucement dans la brise. À 15h30, la musique a commencé. J'entendais les violons jouer la marche nuptiale. Mon petit-fils Léo se mariait, et moi, son grand-père, j'étais assis seul dans un jardin, banni comme un paria. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait changer le cours de cette journée et de nos vies pour toujours. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. « Maître Delorme, c'est Pierre Laurent. Je sais que vous êtes invité au mariage cet après-midi. Oui, celui de Léo. Il faut qu'on se parle. Urgence absolue. Apportez le dossier que je vous ai confié en 2018, celui du testament. Oui, celui-là même. Il est temps. » François Delorme était mon notaire depuis 45 ans. Un homme intègre qui avait géré toutes mes affaires en silence, y compris celles que ma famille ignorait. Il savait que ce jour viendrait tôt ou tard. En attendant qu'il me rejoigne, j'ai observé les invités à travers les fenêtres du château. Effectivement, c'était du beau monde. Costumes sur mesure, bijoux étincelants, conversation feutrée, le gratin parisien au grand complet. Guillaume et Stéphanie évoluaient parmi eux comme des poissons dans l'eau, serrant des mains, posant pour des photos, jouant parfaitement leur rôle de parents parfaits. Mais où était Léo ? La cérémonie avait commencé depuis 10 minutes et je n'arrivais pas à le voir depuis mon banc. C'est alors que j'ai entendu un brouhaha inhabituel venant de la terrasse. Des voix surprises, des chuchotements, puis un silence étrange, puis des pas rapides sur le gravier. J'ai levé les yeux et j'ai vu une silhouette en costume de mariée qui courait vers moi à travers la pelouse. Léo, mon petit-fils. Il avait laissé Clara à l'hôtel et sprintait vers le jardin, comme s'il cherchait quelque chose de vital. Quand il m'a aperçu sur mon banc, il a crié d'une voix forte, audible depuis la terrasse. « Pépé, Pépé, tu es là !» Il s'est jeté dans mes bras comme quand il était petit. J'ai senti ses larmes sur ma joue. « Pourquoi tu n'es pas avec nous? Pourquoi tu es tout seul ici? Papa m'a dit que tu préférais rester tranquille, mais moi, je veux que tu sois près de moi. » Derrière lui, j'ai vu Guillaume qui arrivait en courant, le visage livide. Tous les invités s'étaient levés et regardaient dans notre direction. Certains sortaient leur téléphone pour filmer cette scène inattendue. « Léo, voyons, retourne auprès de Clara », disait Guillaume d'une voix tendue. « Grand-père est très bien ici, il profite du jardin. » Mais Léo s'est retourné vers son père avec une détermination que je ne lui connaissais pas. « Papa, j'ai 26 ans, je ne suis plus un enfant. Pourquoi Pépé n'est-il pas assis au premier rang avec la famille? Pourquoi est-il caché ici comme si tu avais honte de lui ?» Le silence était total. 250 invités attendaient la réponse de Guillaume. Stéphanie nous avait rejoints, rouge de colère et d'embarras. « Guillaume, » murmurait-elle entre ses dents, « règle ça immédiatement. Tout le monde nous regarde. » C'est à ce moment précis que Maître Delorme est arrivé. Je l'ai vu traverser la pelouse avec sa serviette de cuir sous le bras, cet air grave qu'il prenait pour les affaires importantes. Il s'est approché de nous et m'a regardé droit dans les yeux. « Monsieur Laurent, vous m'avez demandé d'apporter le dossier de 2018. Le voici. » Il a posé sa serviette sur le banc et en a sorti une chemise rouge marquée « Testament, strictement confidentiel ». Guillaume et Stéphanie ont pâli d'un coup.
C'est alors que j'ai souri pour la première fois de la journée. Un sourire calme, serein, mais implacable. Léo, mon petit-fils, assieds-toi près de moi. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses que tes parents ignorent depuis très longtemps. J'ai regardé Guillaume droit dans les yeux. Tu voulais que je reste dehors parce que je n'avais rien à faire parmi vous? Très bien. Maintenant, nous allons voir qui exactement n'a rien à faire ici. Et là, devant 250 invités médusés, j'ai commencé à raconter la véritable histoire de Pierre Laurent. Celle que personne ne connaissait. Celle qui allait faire trembler Guillaume et Stéphanie jusqu'aux os. Mais ça, c'est pour la suite de l'histoire. Parce que vous ne savez pas encore qui est vraiment le vieil homme qu'ils viennent d'humilier devant tout Paris. Et croyez-moi, ils ne sont pas prêts pour ce qui les attend. Maître Delorme a ouvert la chemise rouge et en a sorti plusieurs documents officiels. Guillaume et Stéphanie se sont rapprochés, inquiets, tandis que Léo me regardait avec des yeux pleins de questions. « Mes chers enfants, ai-je commencé d'une voix posée, permettez-moi de vous présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Pierre Laurent, propriétaire du domaine Laurent Bellevue, 25 hectares de vignes classées Grand Cru à Saint-Émilion, évaluation officielle, 48 millions d'euros. Le silence était si total qu'on entendait le vent dans les feuilles des platanes. Guillaume a bégayé. « Papa, de quoi tu parles? Tes vignes valent peut-être 2 millions tout au plus. » J'ai souri tristement. « Guillaume, pendant que tu t'es construit une vie parisienne en ayant honte de tes origines, moi j'ai continué à travailler. Mes vins se vendent aujourd'hui dans les plus grandes caves de Tokyo, New York, Londres. Une bouteille de mon château Laurent Bellevue 1989 s'est vendue 47 000 € aux enchères chez Christie's l'année dernière. » Stéphanie s'est mise à rire nerveusement. « Pierre, enfin, vous divaguez. Vous vivez dans cette petite maison de campagne, vous conduisez cette vieille voiture. Parce que je n'ai jamais eu besoin d'étaler ma richesse pour me sentir important, Stéphanie. Contrairement à certains. » Maître Delorme a sorti un premier document. Voici le certificat de propriété du château de Malmaison, acheté il y a 3 mois par monsieur Pierre Laurent pour 12 millions d'euros. Location pour ce mariage, 150 000 € payés comptant. Guillaume est devenu blanc comme un linge. C'est impossible. Le château appartient à votre père, Guillaume. C'est lui qui a financé cette réception. Vous pensiez vraiment que votre salaire de cadre suffisait pour un mariage à 300 000 €? Léo me regardait, ébahi. « Pépé, tu veux dire que ce château t'appartient? Temporairement, mon garçon. Je l'ai acheté quand j'ai appris que vos parents voulaient un mariage grandiose. Je me suis dit, pourquoi pas faire plaisir à mon petit-fils? » Stéphanie s'est mise à bredouiller. « Mais comment avez-vous pu? Nous n'étions pas au courant. » Vous n'étiez pas au courant parce que vous ne vous êtes jamais intéressé à moi, Stéphanie. Pour vous, j'étais juste le vieux pecno qui gênait votre image parfaite. Les invités s'étaient tous rapprochés maintenant. J'entendais des murmures, des chuchotements. Les téléphones filmaient discrètement. Le ministre de l'économie que Stéphanie avait tant voulu impressionner nous observait avec curiosité. Maître Delorme a continué. Voici également les relevés bancaires des comptes suisses de monsieur Laurent. Solde actuel, 87 millions d'euros. Fruit de 60 années de travail et de vente privée à des collectionneurs internationaux. Guillaume s'est effondré sur un banc. « Papa, pourquoi tu ne nous as jamais rien dit? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, mes enfants, sans l'influence de l'argent. Et maintenant je sais, j'ai pris la main de Léo. Mon petit-fils, toi, tu es venu me voir chaque été, chaque week-end, pendant 20 ans. Pas pour un héritage, pas par intérêt, par amour. Tu m'as écouté, tu as appris, tu as respecté ce que j'étais, même quand ton père te disait que c'était une perte de temps. » Des larmes coulaient sur les joues de Léo. « Pépé, je t'ai toujours admiré. Pour moi, tu es l'homme le plus intelligent que je connaisse. Et toi, Guillaume ?» J'ai tourné les yeux vers mon fils. « Pendant 30 ans, tu as eu honte de moi. Tu as préféré inventer une origine bourgeoise plutôt que d'assumer que ton père travaillait la terre avec ses mains. » Guillaume tentait de se défendre. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste que le milieu professionnel parisien, c'est compliqué. » « Stop, Guillaume. Arrête tes mensonges.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement. Ma voix et celle de Guillaume résonnaient clairement. « Papa, il faut qu'on discute du mariage. Nous préférerions que tu restes discret. Tes histoires de vignes et ton accent du terroir pourraient me paraître déplacés. » Guillaume a pâli en reconnaissant ses propres mots. « Tu vois, mon fils, j'enregistre toutes nos conversations téléphoniques depuis 5 ans. Par précaution, un vieil homme qui se protège. J'ai fait défiler les enregistrements. Voici celui où tu dis à ta femme que tu aimerais que je déménage en maison de retraite pour ne plus avoir à s'en occuper. Celui où tu expliques à Léo que grand-père devient gâteux et qu'il ne faut plus l'écouter. Celui où... Arrête, papa, arrête. Guillaume avait la voix brisée, mais j'étais loin d'avoir fini. Maître Delorme, montrez-leur le testament de 2018, s'il vous plaît. Le notaire a sorti un document officiel, tamponné et signé. Testament holographe de Monsieur Pierre Laurent, rédigé le 15 décembre 2018, soit 6 mois après la mort de son épouse. Voici les clauses principales. Il a lu à voix haute, devant tout le monde. Je sous-signais Pierre Laurent, saint de corps et d'esprit, lègue la totalité de mes biens à celui de mes descendants qui aura démontré respect, amour sincère et fierté de ses origines familiales. En revanche, tout descendant ayant fait preuve de mépris, de honte ou de calcul vis-à-vis de ma personne sera exclu de la succession. Guillaume s'est levé d'un bond. « Papa, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Tu es mon fils biologique, Guillaume, mais es-tu encore mon fils de cœur ?» Stéphanie était devenue hystérique. « C'est un chantage. Nous allons contester ce testament. Aucun tribunal n'acceptera ça. » Maître Delorme a secoué la tête. « Madame Laurent, ce testament a été rédigé en présence de 3 témoins indépendants et déposé chez 2 notaires différents. Il est parfaitement légal. Et au vu des comportements constatés aujourd'hui, les clauses de déshéritement semblent s'appliquer automatiquement. C'est alors que je me suis tourné vers tous les invités qui nous entouraient, maintenant. Ministres, ambassadeurs, PDG, tout le gratin parisien que Guillaume et Stéphanie voulaient tant impressionner. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous raconter une petite histoire. L'histoire d'un viticulteur de Saint-Émilion qui a élevé son fils unique dans l'amour de la terre et du travail bien fait. Ce fils a grandi, a fait des études brillantes grâce au sacrifice de son père, puis a renié ses origines par opportunisme social. Les invités écoutaient, fascinés. Certains hochaient la tête, d'autres murmuraient entre eux. Aujourd'hui, ce fils a voulu bannir son propre père du mariage de son enfant par honte. Il a dit textuellement « Reste dehors, tu n'as rien à faire parmi nous ». Un murmure d'indignation a parcouru l'assistance. Mais savez-vous ce qui est le plus triste dans cette histoire? Ce n'est pas que mon fils ait honte de moi, c'est qu'il ait transmis cette honte à sa femme, qu'il ait failli la transmettre à son fils, et qu'il soit devenu exactement le contraire de tout ce que je lui ai enseigné. Guillaume pleurait maintenant. « Papa, excuse-moi, je ne savais pas. Je croyais que... » « Tu croyais quoi, Guillaume? Que l'argent et le statut social étaient plus importants que la famille? Que nier ses racines te rendrait plus respectable? » Léo s'est levé et a pris ma main. « Pépé, je ne savais rien de tout ça. Sur ta fortune, sur le château, sur rien. Mais même si tu n'avais eu que ta petite maison et ton vieux Citroën, tu resterais mon héros, parce que tu m'as appris l'honneur, le respect, l'humilité, des valeurs que mon père a oubliées en route. » Guillaume a tenté une dernière approche. « Léo, ne dis pas ça, c'est ton père. Et lui, c'est mon grand-père, celui qui m'a élevé pendant que vous étiez trop occupés à jouer les Parisiens sophistiqués. » Léo s'est tourné vers les invités, vers Clara qui était restée à l'hôtel et nous regardait avec émotion. « Mesdames et messieurs, ce mariage n'aura lieu que si mon grand-père est traité avec le respect qu'il mérite. S'il n'est pas à la première place d'honneur, alors il n'y a pas de mariage du tout. » Des applaudissements spontanés ont éclaté parmi les invités. Le ministre de l'économie s'est approché de moi et m'a serré la main. « Monsieur Laurent, j'ai déjà entendu parler de vos vins. Vous êtes une légende dans votre domaine.
C'est un honneur de vous rencontrer. D'autres invités se sont approchés. Le PDG de L'Oréal, Monsieur Laurent, nous serions ravis de vous recevoir à Paris pour une dégustation privée. L'ambassadeur d'Italie, votre histoire me rappelle mon propre grand-père, viticulteur en Toscane. Guillaume et Stéphanie assistaient, impuissants, à mon triomphe social. Tout ce gratin qu'ils voulaient impressionner me traitait désormais comme une célébrité. Mais je n'avais pas fini. « Il y a autre chose que vous devez savoir », ai-je annoncé. « Maître Delorme, le deuxième dossier, s'il vous plaît. » Le notaire a sorti une nouvelle chemise. Voici les documents concernant la fondation Laurent Bellevue, créée secrètement en 2020. Dotation initiale, 30 millions d'euros. Guillaume a relevé la tête, stupéfait. « Une fondation pourquoi ?» a demandé Léo. « Pour offrir des bourses d'études aux jeunes de familles modestes qui veulent apprendre les métiers du vin et de la terre. Parce que contrairement à certains, moi je n'ai pas honte de mes origines, je veux les transmettre. » J'ai regardé Guillaume droit dans les yeux. Cette fondation porte le nom de notre famille, Laurent Bellevue. J'espérais qu'un jour, mon fils en prendrait la direction et serait fier de perpétuer notre héritage. Mais visiblement, il préfère faire carrière dans la finance internationale. Stéphanie tentait une dernière manœuvre. « Pierre, nous pouvons changer. Nous avons fait des erreurs, certes, mais... » « Stéphanie, l'ai-je interrompu. Pendant 7 ans, depuis la mort de ma femme, vous m'avez traité comme un fardeau. Combien de fois êtes-vous venu me rendre visite sans y être obligé? Combien de fois avez-vous appelé pour prendre de mes nouvelles ?» Elle ne pouvait pas répondre. La vérité, c'est qu'il n'était venu que pour Noël, par obligation sociale. Et savez-vous ce qui m'a le plus blessé? C'est quand Guillaume a raconté à ses collègues que son père était décédé il y a quelques années. J'ai appris ça par un ami commun. Mon fils m'avait tué socialement pour éviter de m'assumer. Guillaume s'est écroulé complètement. « Papa, comment tu as pu savoir ça? Parce que malgré votre mépris, j'ai gardé des contacts partout. Dans le milieu du vin, on se connaît tous. On sait qui est qui fait quoi. Et quand le fils de Pierre Laurent prétend que son père est mort, ça se sait vite. » Léo était révolté. « Papa, tu as dit que Pépé était mort, mais pourquoi ?» Guillaume bredouillait. C'était plus simple, pour éviter les questions. Plus simple de tuer ton père que d'assumer qu'il travaille la terre. À ce moment-là, Clara s'est approchée de nous. Elle avait quitté l'hôtel et traversé toute la pelouse dans sa robe de mariée. « Papy Pierre », m'a-t-elle dit en m'embrassant, « je ne savais rien de tout ça. Mais même si je ne l'avais jamais su, vous resterez toujours l'homme que j'admire le plus dans cette famille. » Elle s'est tournée vers Guillaume et Stéphanie. « Vous devriez avoir honte. Papy Pierre est quelqu'un d'exceptionnel. Il m'a accueilli dans sa famille avec une générosité et une tendresse que vous ne méritez pas. » Puis elle a pris la main de Léo. « Mon amour, je veux me marier avec toi. Mais seulement si c'est ton grand-père qui nous unit et nous donne sa bénédiction. » Léo a souri à travers ses larmes. « Pépé, veux-tu célébrer notre union? Pas religieusement, bien sûr, mais symboliquement. Comme le patriarche de la famille. » J'étais ému aux larmes. Mon petit-fils, ce serait le plus bel honneur de ma vie. C'est alors que Maître Delorme a sorti le dernier document. « Monsieur Pierre, voici le codicille que vous avez ajouté la semaine dernière. » J'ai pris le document et je l'ai lu à voix haute. Au vu des événements récents, je confirme que mon petit-fils Léo Laurent et sa future épouse Clara héritent immédiatement de l'ensemble de mes biens, avec pour seule condition qu'ils préservent et transmettent nos traditions familiales. Guillaume Laurent et Stéphanie Laurent sont définitivement exclus de ma succession pour mépris caractérisé et honte de leurs origines. Guillaume s'est effondré sur l'herbe. « Papa, s'il te plaît, on peut réparer, on peut changer. Guillaume, on ne répare pas 30 ans de mépris avec des excuses de dernière minute. » Je me suis approché de lui et je lui ai tendu la main pour l'aider à se relever. « Mon fils, je ne te chasse pas de ma vie. Tu restes mon enfant, mais tu ne peux pas hériter d'un patrimoine que tu renies. Ce serait un mensonge de plus. » Il pleurait comme un enfant. « Qu'est-ce que je vais dire à mes collègues?
À mes amis parisiens, tu vas leur dire la vérité, Guillaume, que ton père est un viticulteur de Saint-Émilion qui a réussi par son travail. Et si tu as honte de ça, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Stéphanie tentait une dernière carte. Et nos dettes, notre mode de vie, nous avons des engagements financiers énormes. Vous les honorerez en travaillant, Stéphanie. Comme tout le monde, je me suis retourné vers les invités qui assistaient à cette scène extraordinaire. Mesdames et messieurs, excusez-nous pour ce spectacle, mais parfois, il faut que la vérité éclate au grand jour. Le ministre de l'économie a pris la parole. Monsieur Laurent, votre histoire nous rappelle que la vraie noblesse ne vient pas du mépris des autres, mais du respect de ses racines et de son travail. Des applaudissements nourris ont retenti. Guillaume et Stéphanie étaient humiliés devant tout Paris. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Le pire était à venir pour eux, et ils ne le savaient pas encore. Maintenant, ai-je annoncé, célébrons le mariage de Léo et Clara. Et après, nous irons tous visiter mes vraies caves à Saint-Émilion. Mes invités découvriront ce que signifie vraiment le terroir français. Guillaume et Stéphanie restaient prostrés sur leur banc, réalisant qu'ils venaient de perdre non seulement un héritage colossal, mais aussi leur réputation sociale devant tout ce qui compte à Paris. Mais l'histoire n'était pas finie. Car ce qu'ils ignoraient encore, c'est que j'avais d'autres révélations en réserve. Des révélations qui allaient achever de détruire le petit monde artificiel qu'ils s'étaient construit. Le moment était venu de leur montrer ce que coûte vraiment de renier sa famille. La cérémonie de mariage a repris dans une atmosphère complètement transformée. Léo et Clara se sont unis devant l'assemblée, mais cette fois, c'est moi qui ai prononcé les paroles de bénédiction familiale. Debout devant mes vignes symboliques, j'avais fait apporter quelques ceps en pot pour l'occasion. J'ai parlé de racines, de croissance, de patience et d'amour véritable. Guillaume et Stéphanie sont restés assis à l'écart, prostrés, évitant les regards des autres invités qui chuchotaient dans leur dos. Leur monde venait de s'écrouler en public, mais ils ne savaient pas encore que j'avais gardé le plus dévastateur pour la fin. Après les photos de famille, où Léo a insisté pour que je sois au centre, à la place d'honneur, nous nous sommes dirigés vers le vin d'honneur. C'est là que j'ai fait ma dernière surprise. Mesdames et messieurs, ai-je annoncé en levant ma coupe de champagne, j'aimerais partager avec vous quelques-unes de mes plus belles bouteilles. Maître Delorme, pourriez-vous faire apporter les caisses que j'ai fait livrer ce matin? 3 hommes en livrée ont apporté des caisses de bois marquées « Château Laurent Bellevue, réserve exceptionnelle ». Quand ils ont ouvert les premières bouteilles, un parfum extraordinaire s'est répandu dans l'air. Le sommelier du château, un homme d'une 60aine d'années avec 40 ans d'expérience, a goûté le vin et ses yeux se sont écarquillés. Mon Dieu, c'est un Laurent Bellevue 1982. Je n'en avais jamais goûté. C'est absolument exceptionnel. Les invités se sont pressés pour déguster. Le ministre de l'économie a fermé les yeux de plaisir. Monsieur Laurent, ce vin est un chef-d'œuvre, une pure merveille. L'ambassadeur d'Italie, connaisseur réputé, était ému. En 50 ans de dégustation, je n'ai jamais bu quelque chose d'aussi raffiné, c'est de l'art liquide. Guillaume regardait la scène avec une amertume croissante. Tous ces gens importants qu'il avait voulu impressionner étaient maintenant en extase devant le travail de son père. Le père dont il avait eu honte toute sa vie. Stéphanie tentait encore de sauver les apparences en se mêlant aux conversations, mais les invités l'évitaient poliment. Tout le monde savait maintenant qu'elle était celle qui avait voulu exclure le propriétaire de ce château magnifique. C'est alors que j'ai décidé de porter le coup de grâce. Mes amis, ai-je dit en demandant l'attention, avant de clôturer cette belle journée, j'aimerais partager avec vous une dernière histoire. L'histoire de comment j'ai découvert qui étaient vraiment les gens autour de moi. Guillaume a pâli. Il pressentait que quelque chose de terrible allait arriver. Il y a 3 mois, quand Léo m'a annoncé son mariage, j'ai décidé de faire un cadeau exceptionnel aux jeunes mariés. Un voyage de noces d'1 mois en Nouvelle-Zélande pour visiter les plus beaux vignobles du monde. Léo et Clara me regardaient, surpris. Je ne leur avais jamais parlé de ça.
J'ai donc contacté Guillaume pour lui en parler. Et voici la conversation que nous avons eue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé un enregistrement. Ma voix et celle de Guillaume résonnaient clairement dans le silence total. Guillaume, j'aimerais offrir un voyage de noces à Léo et Clara. Papa, c'est généreux, mais nous avons déjà tout organisé. J'ai pensé à la Nouvelle-Zélande, un mois complet, première classe. Écoute papa, franchement, Léo préférerait de l'argent. Un voyage, ça ne sert à rien, donne-lui plutôt 50 000 € cash. 50 000 €, Guillaume, ce voyage coûte 150 000 €. Justement, garde la différence pour toi, ou mieux, donne-la-moi, nous avons des dettes à rembourser. Un murmure d'indignation a parcouru l'assemblée. Guillaume tentait de se justifier. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais j'ai enchaîné avec un autre enregistrement, daté de 2 semaines plus tard. « Guillaume, j'ai besoin de tes conseils pour mes placements. Papa, à ton âge, tu devrais tout léguer de ton vivant, pour éviter les droits de succession. » À qui? À moi, bien sûr. Je suis ton seul héritier. Et puis, soyons honnêtes, tu commences à perdre la tête. Tes vignes sont mal entretenues. Tu négliges tout. Mes vignes sont mal entretenues? Papa, regarde la réalité en face. Tu es trop vieux pour gérer quoi que ce soit. Donne-moi tout, je m'occuperai de Léo plus tard. Cette fois, Guillaume ne pouvait plus nier. Sa propre voix le condamnait devant 250 témoins. Léo était livide de rage. « Papa, tu as dit que Pépé perdait la tête. Tu voulais récupérer ses biens en prétendant qu'il était gâteux. » Stéphanie tentait de minimiser. « Léo, il faut comprendre, nous étions inquiets pour votre grand-père. »« Madame Stéphanie, suis-je intervenu. Voulez-vous que je diffuse l'enregistrement où vous expliquez à votre amie Nathalie que vous espérez que le vieux va bientôt mourir pour qu'on puisse enfin vendre ses terres et s'acheter un appartement avenue Foch. » Stéphanie est devenue blanche comme un linge. Elle avait oublié que Guillaume m'avait mis sur haut-parleur ce jour-là. L'ambassadeur d'Italie a secoué la tête avec dégoût. « Madame, comment peut-on dire de telles choses sur son beau-père ?» Le PDG de L'Oréal s'est tourné vers Guillaume. « Monsieur Laurent, j'espère pour vous que votre père ne connaît pas vos vrais sentiments à son égard. » Guillaume s'effondrait psychologiquement. « Papa, je t'en supplie, arrête, pas devant tout le monde. »« Guillaume, tu m'as humilié devant tout le monde. Tu m'as dit de rester dehors comme un chien. Maintenant c'est ton tour. » J'ai continué mes révélations. Il y a autre chose que vous ignorez. La semaine dernière, Guillaume a contacté un promoteur immobilier pour évaluer mes terres. Il voulait savoir combien il pourrait gagner en construisant un lotissement à la place de mes vignes. Des hauts, scandalisés, ont fusé dans l'assistance. Mes vignes classées Grand Cru, patrimoine de l'humanité, transformées en pavillon de banlieue. Voilà la vision que mon fils avait de son héritage. Léo ne tenait plus. « Papa, comment as-tu pu? Ces vignes, c'est notre histoire, c'est notre âme. » Guillaume bredouillait. « Il faut être réaliste. L'immobilier rapporte plus que le vin. » L'immobilier, j'ai explosé pour la première fois. « Guillaume, ces vignes existent depuis 3 siècles. Elles ont survécu aux guerres, aux maladies, aux crises. Et toi, tu voulais les raser pour construire des maisons en béton. » Le ministre de l'économie s'est approché de Guillaume. « Monsieur, savez-vous que votre père possède l'un des plus beaux patrimoines viticoles de France et vous voulez le détruire ?» Guillaume ne savait plus où se mettre. Toute l'élite parisienne le regardait comme un vandale. Mais j'avais gardé le pire pour la fin. « Maître Delorme, le dernier dossier, s'il vous plaît. » Le notaire, visiblement ému par ce qu'il s'apprêtait à révéler, a sorti une chemise noire. Voici les rapports de l'agence de détectives privée que Monsieur Pierre Laurent a mandaté il y a 6 mois. Guillaume et Stéphanie ont tressailli. « Mon fils, j'ai fait surveiller tes communications et tes activités. Pas par méchanceté, mais pour protéger mon patrimoine que tu convoitais. » Le détective, un homme discret d'une 50aine d'années, s'est avancé et a ouvert un dossier photographique. Monsieur Guillaume Laurent et son épouse ont effectivement contacté plusieurs promoteurs immobiliers. Voici les contrats préliminaires qu'ils ont signés, conditionnés au décès de Monsieur Pierre Laurent. Des photos montraient Guillaume serrant la main de promoteurs devant des plans de lotissement.
Ils ont également souscrit plusieurs assurances vie sur la tête de Monsieur Pierre, pour un montant total de 5 millions d'euros. Un frisson d'horreur a parcouru l'assemblée. Léo regardait son père avec épouvante. « Papa, tu as assuré la vie de Pépé. Tu espérais sa mort. » Guillaume tentait désespérément de s'expliquer. « C'est normal. Tous les enfants assurent leurs parents. 5 millions d'euros, Guillaume, pour un homme que tu crois pauvre ?» J'ai demandé froidement. Il ne pouvait plus répondre. Le détective a continué. Nous avons également découvert que Madame Stéphanie Laurent a pris contact avec un expert médical pour faire déclarer son beau-père incapable et le placer sous tutelle. Stéphanie s'est mise à crier. « C'est faux, vous n'avez pas le droit, c'est de l'espionnage. » « Madame, » a répondu calmement le détective, « voici l'enregistrement de votre conversation avec le docteur Martineau, spécialiste en gériatrie. Vous lui demandiez comment faire interner votre beau-père contre son gré. Il a lancé l'audio sur son téléphone. La voix de Stéphanie était reconnaissable. « Docteur, mon beau-père devient dangereux. Il parle seul. Il néglige ses affaires. Ne pourrait-on pas le faire examiner? L'interner quelque part de sécurisé? Madame, il faudrait des preuves de troubles psychiatriques graves. On peut arranger ça, non? Moyennant finance ?» Le silence était assourdissant. Stéphanie venait d'être prise en flagrant délit de tentative d'escroquerie et de séquestration. Le ministre de l'économie s'est tourné vers elle avec dégoût. « Madame, vous venez d'avouer une tentative de corruption et de séquestration de personnes vulnérables. Vous réalisez que c'est un crime. » Stéphanie s'est écroulée en sanglots. Nous avions des dettes. Nous étions désespérés. Désespérés au point de faire interner un homme de 79 ans en parfaite santé mentale, a demandé l'ambassadeur, scandalisé. Guillaume tentait encore de rattraper la situation. « Papa, nous n'aurions jamais vraiment fait ça. C'était juste des explorations. »« Des explorations ?» j'ai répété. « Guillaume, veux-tu que je montre les photos de la maison de retraite que vous avez visitée? Celle où vous avez demandé une chambre sécurisée pour un patient agité ?» Cette fois, Guillaume s'est effondré complètement. Il pleurait comme un enfant. « Papa, pardonne-moi. Pardonne-nous. Nous ne savions plus quoi faire. Nos dettes, le stress. »« Guillaume, » ai-je dit avec une tristesse infinie, « tu as voulu me voler ma liberté, ma dignité et ma vie pour de l'argent. Pour un mode de vie que tu n'avais pas les moyens d'assumer. » Je me suis tourné vers tous les invités qui assistaient, médusés, à cette révélation. « Mesdames et messieurs, voilà ce qui arrive quand on élève un enfant dans l'amour et qu'il vous rend le mépris. Voilà ce qui arrive quand on a honte de ses racines au point de vouloir détruire celui qui vous les a données. » Le PDG de L'Oréal a secoué la tête. « Monsieur Pierre, je suis père de famille. Ce que je viens d'entendre me glace le sang. Comment peut-on trahir ainsi son propre père ?» L'ambassadeur d'Italie a ajouté « En Italie, nous disons que celui qui renie sa famille renie son âme. Votre fils vient de nous en donner la démonstration. » Léo était en pleurs. « Pépé, je suis tellement désolé. Je ne savais rien. Comment ai-je pu être aveugle à ce point? Mon petit-fils, tu n'as rien à te reprocher. Tu as toujours eu le cœur pur. C'est pour ça que tout t'appartient maintenant. » Je me suis approché de Guillaume et Stéphanie, qui restaient prostrés sur leur chaise. « Guillaume, il y a 60 ans, quand tu es né, j'ai planté une vigne en ton honneur. Chaque année, j'espérais que tu reviendrais la voir grandir avec moi. Cette vigne existe toujours. Elle donne les plus beaux raisins de tout le domaine. » Guillaume a relevé la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Mais aujourd'hui, je vais l'arracher, parce qu'elle ne représente plus rien. Mon fils que j'aimais n'existe plus. » Guillaume s'est mis à hurler. « Papa, non, s'il te plaît, je peux changer, nous pouvons réparer. » On ne répare pas 30 ans de mépris, Guillaume. On ne répare pas une tentative d'internement abusif. On ne répare pas la cupidité. Maître Delorme s'est avancé avec un dernier document. Monsieur Pierre souhaite également vous informer qu'il a porté plainte ce matin pour tentative d'escroquerie, corruption et projet de séquestration de personnes vulnérables. Guillaume et Stéphanie ont blêmi. Une plainte pénale? Oui,
Vous devrez répondre de vos actes devant la justice française, et croyez-moi, avec tous ces enregistrements et ces preuves, vous risquez de la prison ferme. » Le ministre de l'économie a hoché la tête. « Monsieur Pierre, vous avez absolument raison. Ces agissements sont intolérables dans une société civilisée. » Stéphanie tentait une dernière supplication. « Pierre, nous avons des enfants. Enfin, Léo, nous sommes une famille. » « Stéphanie, Léo est majeur et marié maintenant. Il n'a plus besoin de parents toxiques. Et une famille, ça ne se comporte pas comme vous l'avez fait. » Clara s'est approchée et m'a pris le bras. « Papy, Pierre, Léo et moi, nous voulons que vous veniez vivre avec nous. Plus jamais vous ne serez seul. Ma petite Clara, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. J'ai regardé une dernière fois Guillaume et Stéphanie. Vous allez quitter ce château maintenant. Vous n'êtes plus les bienvenus dans ma famille. Maître Delorme va vous remettre les papiers de déshéritement définitif. » Guillaume s'est levé en titubant. « Papa, mes enfants, tes petits-enfants futurs. Guillaume, si un jour tu as d'autres enfants, j'espère que tu leur apprendras le respect et l'humilité. Mais ce ne sera plus mon problème. » Stéphanie avait un dernier sursaut de rage. « Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Nous connaissons des avocats, des juges. Nous ferons casser ce testament. » Le ministre de l'économie s'est interposé. « Madame, après ce que nous venons d'entendre, je doute qu'aucun avocat respectable accepte de vous défendre. Votre réputation est détruite. » C'était vrai. Les téléphones avaient filmé, enregistré. D'ici le soir, toute la France connaîtrait l'histoire de Guillaume et Stéphanie Laurent, le couple qui avait voulu faire interner le grand-père millionnaire pour récupérer son héritage. Ils sont partis en silence, escortés par la sécurité du château. Guillaume s'est retourné une dernière fois. « Papa, je t'aime. Guillaume, si tu m'avais vraiment aimé, nous n'en serions pas là. » Après leur départ, l'atmosphère s'est détendue. Les invités ont continué à déguster mes vins en parlant avec émotion de cette histoire incroyable. Le ministre de l'économie m'a pris à part. « Monsieur Pierre, votre histoire va marquer les esprits. Accepteriez-vous de témoigner dans des écoles pour sensibiliser les jeunes au respect des anciens ? » « Avec plaisir, monsieur le ministre. Il faut que les nouvelles générations comprennent que la sagesse et l'expérience méritent le respect. » L'ambassadeur d'Italie a ajouté « Monsieur Laurent, je souhaiterais organiser un échange culturel entre nos vignobles italiens et le vôtre. Votre histoire d'amour familial authentique mérite d'être célébrée. » En fin d'après-midi, nous avons tous pris la route pour Saint-Émilion. Une caravane de 30 voitures de luxe suivait mon vieux Citroën sur les routes de campagne. Léo et Clara étaient avec moi, Clara en robe de mariée sur les sièges de cuir usé de ma voiture de collection. « Pépé, » m'a dit Léo, « je suis tellement fier d'être ton petit-fils, tu m'as appris ce que signifie vraiment la dignité. » En arrivant sur mes terres, j'ai eu les larmes aux yeux. Mes vignes s'étendaient à perte de vue sous le soleil couchant de juin. Les rangs parfaitement alignés, les grappes qui commençaient à se former, cette terre que mes ancêtres avaient travaillée pendant des siècles. Tous mes invités parisiens étaient émerveillés. « Monsieur Pierre !» s'est exclamé le PDG de L'Oréal. « C'est un paradis. Comment votre fils a-t-il pu vouloir détruire ça ? Monsieur, quand on perd le contact avec ses racines, on perd le contact avec la beauté du monde. Nous avons visité mes caves secrètes, taillées dans la roche au XVIIe siècle. Mes plus belles bouteilles y reposaient dans un silence millénaire. Le sommelier du château était en extase. « Monsieur Laurent, vous possédez un trésor inestimable. Ces bouteilles sont des œuvres d'art. » La soirée s'est terminée dans ma cour de ferme, autour de longues tables dressées sous les étoiles. Nous avons dégusté mes plus grands crus en parlant de terroir, de tradition, d'amour de la terre. Léo a porté un toast à mon grand-père Pierre Laurent, qui m'a appris que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en respect, en amour et en fierté de ses origines. Tous les invités ont applaudi. Le ministre, les ambassadeurs, les PDG, tous ces gens importants levaient leurs verres en l'honneur d'un vieux viticulteur de 79 ans.
3 mois plus tard, Guillaume et Stéphanie ont été condamnés à 2 ans de prison avec sursis et à une amende de 500 000 € pour tentative d'escroquerie et corruption. Ils ont également été interdits de contact avec moi pendant 10 ans. Guillaume a perdu son emploi quand son patron a découvert l'histoire. Stéphanie a fermé sa société d'événementiel car plus personne ne voulait faire appel à elle. Ils vivent maintenant dans un petit appartement de banlieue et Guillaume travaille comme commercial dans une concession automobile. Selon mes informations, ils ont divorcé il y a 2 mois. Léo et Clara se sont installés avec moi dans la maison familiale. Léo a repris la direction du domaine et Clara enseigne à l'école du village. Nous attendons notre premier arrière-petit-enfant pour le printemps prochain. La fondation Laurent Bellevue accueille maintenant 50 jeunes par an pour apprendre les métiers du vin. Mon histoire a inspiré une loi sur la protection des personnes âgées contre les abus familiaux. Et ma vigne plantée pour Guillaume, je ne l'ai finalement pas arrachée. Je l'ai donnée à un jeune stagiaire de la fondation qui vient d'une famille modeste. Il la soigne avec un amour que mon fils n'a jamais eu. Parfois, le soir, quand je me promène dans mes vignes avec Léo et Clara, je repense à cette journée de juin où tout a basculé. Le jour où mon fils m'a dit « Reste dehors », sans savoir qu'il se condamnait lui-même à rester dehors de ma vie pour toujours. Aujourd'hui, je dors en paix. Mes vignes sont entre de bonnes mains, mon héritage sera préservé et j'ai enfin une vraie famille autour de moi. Une famille qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Et vous, pensez-vous que j'ai été trop dur avec Guillaume? Ou au contraire, qu'il a eu ce qu'il méritait? Racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une trahison familiale. Comment avez-vous réagi? Votre perspective m'intéresse beaucoup, car au final, l'argent passe, les positions sociales changent, mais l'amour vrai et le respect des racines, ça, c'est éternel. C'est ça, la vraie richesse d'une vie.